Merci. Monsieur. Qui? Votre prénom? Oui, mon nom. Votre prénom? Georges. Bien, mesdames, messieurs, chers présidents, puisque c'est ainsi qu'on vous appelle, je présume, merci de m'accueillir une fois de plus ici au milieu de vous. Je suis général de Richouf, donc rapidement, j'ai 36 années de vie militaire, 9 opérations extérieures avec des légionnaires et des professionnels, des soldats professionnels. J'ai 10 ans en entreprise. J'ai écrit 3 ouvrages en étant en activité, c'est-à-dire en étant sous l'uniforme. Et j'étais à peu près le seul officier supérieur puis général à écrire, ce qui m'a valu 6 ans de purgatoire, par mes chefs, non pas par le ministre lui-même qui avait accepté que je puisse écrire le premier livre, mais par mes chefs qui n'appréciaient pas qu'un officier puisse écrire. Et donc j'ai poursuivi, j'ai eu 10 ans en entreprise dans un grand groupe, et dans ce grand groupe j'ai été recruté pour, comment dirais-je, être la personne ou la personnalité qui puisse mettre en accord ce que voulaient les grands groupes à l'époque, c'est-à-dire la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est-à-dire en fait recruter des gens des banlieues, parce que ça faisait bien dans le décor et que ça portait, politiquement, c'était quelque chose de porteur. Et donc, comme j'avais imaginé un cursus, si je voulais expliquer, j'avais imaginé un cursus de recrutement, enfin un cursus de formation de cette jeunesse-là, eh bien j'ai poursuivi pendant 10 ans, 15 ans grosso modo, puisque j'étais à la fois chez le groupe énergéticien, j'ai travaillé à la Poste, et puis j'ai travaillé pour un DRH. Et j'ai quitté toute cette affaire-là il y a à peu près 4-5 ans, mais je retravaille, je n'ai pas arrêté pour autant. Donc si vous voulez bien, ce soir, je vais essayer de vous montrer, de vous parler un peu des quartiers, mais les quartiers, tout le monde en parle tous les jours. J'ai encore fait, entre hier et ce matin, j'ai fait 3 télévisions, j'ai encore 2 télévisions à faire demain, donc les gens savent, connaissent, en parlent, et on montre que dans ces quartiers, eh bien, c'est pas la joie d'une part, et puis c'est quand même un danger pour la nation, un danger pour la nation millénaire, d'avoir un séparatisme, d'où le titre de mon dernier ouvrage, hein, France sécessionniste, que faire? Alors je vais aborder, si vous voulez, ce discours un peu sur un cheminement qui fut mon cheminement de plus de 15 années, concernant, si ce n'est l'assimilation, parce que tout le monde parle de l'assimilation. En fait, je rappellerai simplement que l'assimilation, me semble-t-il, c'est quand une population arrive de l'étranger, vient en France pour ce qui nous concerne, et que cette population, il faut la former en français, lui donner les points, etc., qu'elle puisse se repérer. Ça, c'est l'assimilation. Or, aujourd'hui, on a affaire à non pas une assimilation, mais une insertion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes de nos quartiers qui font les choufs, qui distribuent, qui sont à vente de drogue, etc., ce sont des Français. Il ne faut pas l'oublier, ce sont des Français. Qui ont 2 troisième génération, ce sont des Français. Et donc, on peut se poser la question, comment se fait-il que ces jeunes Français aujourd'hui, de 13 à 25 ans, qui brûlent, qui cassent, qui violentent, etc., comment se fait-il qu'ils haïssent autant la France? Voilà. Alors donc je me permettrai de vous brosser rapidement en 4 parties la prise de conscience qui fut la mienne, l'application sur le terrain, un changement de posture devenu nécessaire avec la violence qui monte, et puis va-t-on vers une guerre civile? Alors la prise de conscience, vous allez sourire parce que c'est venu en 2005, j'étais adjoint du gouverneur militaire de Paris, et à ce titre, je devais m'occuper, comment dirais-je, avoir la responsabilité de choses qui me plaisaient pas trop, quoi. C'est-à-dire les défilés militaires, le ravivage de la flamme, voir que les gens soient bien habillés pour les prises d'armes, etc. Bon, je dis, moi j'ai 3 étoiles, je suis pas là pour faire le PIM, comme on dirait. Moi, ce que je veux, c'est avoir une fonction, quelque chose qui touche à l'armée. Et je me suis dit, j'ai vu ça avec mon général, le gouverneur, j'ai dit, écoutez, moi, je vous propose de m'occuper du lien armée-nation, puisque l'armée était devenue professionnelle, et qu'il me semblait important qu'on conserve un lien fort avec la population, puisque les appels du contingent n'étaient plus là, et puis, j'allais dire, et de là, développer une vision autre, c'est-à-dire une vision
non pas armée défense, mais société défense, vous voyez. Et donc j'ai travaillé dans ce domaine. Et donc, travaillant dans ce domaine, je me suis dit là aussi, comment pourrais-je aider, comment pourrais-je faire en sorte qu'il y ait un signal fort. Le signal fort m'a été apporté par deux personnes, un chef d'entreprise qui était un réserviste citoyen qui était chef d'entreprise et qui me dit: mon général, moi je suis dans le 93, j'ai une entreprise qui est florissante, mais je n'arrive pas à recruter. Si je n'arrive pas à recruter des jeunes, je vais perdre des marchés et donc je vais être obligé de faire mes boutiques à terme. Et puis à côté de ça, j'avais des formateurs de banlieue qui me disaient: moi mon général, qui était réserviste aussi, et qui me disaient: moi mon général, j'ai des jeunes dans les cages d'escalier, je leur fais faire du sport, je les fais courir, etc. Mais je n'ai pas de débouché, c'est-à-dire que derrière, ces jeunes, si je ne leur donne pas un travail, quelque chose, ben, ils vont m'échapper, ils vont retourner dans les cages d'escalier, dealer, etc. Bon, alors j'ai dit: bon bah écoutez, on devrait trouver rapidement quelque chose. Et ce quelque chose, ça a été le permis de conduire. Le permis de conduire était le fil rouge qui nous permettait, si vous voulez, de dire: ces jeunes-là, on va leur donner quelque chose de plus, c'est-à-dire réapprendre le français, travailler le vocable, comprendre le sens des mots pour acquérir le code, puis la conduite. Et dire en même temps, chef d'entreprise, ils n'ont rien, mais ils ont le permis de conduire, donc ce qui était très important. Et je vois que depuis, ça fait 20 ans, et je vois que tout le monde parle du permis de conduire sans avoir résolu l'affaire d'ailleurs. La deuxième chose qui me semblait importante, c'est que je m'étais dit: je ne comprends pas, et c'est toujours, et ça fait rire tout le monde, ça va vous faire sourire, je ne comprends pas que dans cette armée française, ou dans cette France millénaire, on ait une armée avec des légionnaires, donc 150 nationalités qui viennent en France, et on en fait les meilleurs soldats du monde. On en fait les meilleurs soldats du monde. Tout le monde nous dit: mais comment faites-vous? On en fait les meilleurs soldats du monde. Je suis désolé de vous le dire, mais on est jalousé, on fait les meilleurs soldats du monde. Et comment se fait-il que dans nos quartiers, dans nos banlieues, on n'a pas plus de 10 à 15 nationalités par quartier, on ne soit pas foutu d'en faire les meilleurs citoyens du monde? Voilà. Et donc, c'était comment dirais-je, cette idée qui me taraude depuis tout ça là, et donc c'est un petit peu ce qui nous a fait travailler. Alors, on a établi non pas une école, mais on a établi un cursus, c'est-à-dire qu'il me semblait important de travailler avec les gens de terrain. Et que pour moi, ce qui compte, c'est pas l'administration, c'est pas comment dirais-je, ce millefeuille administratif avec des milliers de personnes, mais c'est les gens de terrain qui tous les jours sont confrontés à des jeunes comme à des moins jeunes et qui essaient de les amener cas à cas vers l'emploi, c'est-à-dire la formation puis l'emploi. Et donc je me suis appliqué, nous sommes appliqués parce que j'étais avec moi, j'avais mon chef d'entreprise et puis mon mec de banlieue là, et nous sommes appliqués à créer un cursus en s'appuyant sur les gens de terrain. Et ce cursus, ça s'est appelé Permis Sport Emploi, qui dure toujours d'ailleurs, qui est labellisé en quelque sorte. Et en fait, j'ai essayé de drainer autour de moi une coalition, pour prendre un terme militaire. Une coalition à la fois de gens de terrain, et puis de sachants, de financiers, etc. Donc une coalition multiple, multiforme, avec des gens de toute obédience, et puis avec la finalité qui était véritablement de la mise au travail, la mise à l'emploi. Et donc, pour que une coalition fonctionne, et je suis bien placé pour le savoir quand j'étais dans l'ONU et dans l'OTAN, une coalition, c'est pas simple à faire fonctionner. Donc pour que cette coalition fonctionne, eh bien, il faut sensibiliser les gens, ceux qui vont faire les formateurs, sensibiliser les gens, leur donner du sens à l'action, montrer que quand on est plusieurs sur un même sujet, eh bien, c'est peut-être plus compliqué, mais la finalité, c'est qu'on travaille mieux, etc. Et donc cette coalition était, pour vous donner un exemple, on avait donc des jeunes qu'on recrutait, des entreprises bien évidemment, des missions locales pour tirer les entreprises, une auto-école ou des auto-écoles, des formateurs pour former les jeunes, des sportifs, et puis une partie militaire d'une semaine pour donner la cohésion à cet ensemble hétéroclite. C'est quelque chose qui a pas mal marché, qui a même bien marché, parce que c'était un cursus cohérent, avec un cursus cohérent avec un continuum. Dès qu'on s'est rendu compte, je me rends compte aujourd'hui, 20 ans après, que ce que demandent les jeunes comme les moins jeunes qui sont confrontés à la vie de tous les jours, c'est avoir un continuum, c'est-à-dire je joue au football le dimanche, mais le lundi il faut que je fasse autre chose, que j'ai quelque chose pour finalement arriver à une formation et un emploi. Et donc c'était quelque chose qui a bien fonctionné, et donc c'était un petit peu l'application sur le terrain, donc c'est la partie sur laquelle je vais m'étendre un petit peu.
Alors l'application sur le terrain, c'est 2005-2018. Ça s'est appelé permis par emploi, comme je viens de vous le dire. Et puis c'était évidemment, vous avez bien compris, c'est que les entreprises avaient besoin d'emploi. Je vois aujourd'hui, j'écoute, je regarde, etc. J'apprends ce que tout le monde voit, qu'il manque 40 000 emplois dans la restauration collective, que les PME ont besoin de carrossiers, de conducteurs travaux, que sais-je. Il y a des emplois partout, j'allais dire rémunérés, et ne demandant pas une qualification extraordinaire. On n'a pas besoin de bac plus 2 pour monter des murs en parpaing, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, tout ceci me faisait dire à l'époque, c'est qu'on a eu vraiment au sein du terrain, donc pendant 13 ans, j'ai eu donc une coordination publique-privée qui a bien fonctionné, avec les acteurs de terrain dont je viens de vous parler, et un succès auprès des jeunes. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que les jeunes, au départ, qu'on récupère dans les quartiers, soit via les missions locales, soit les maires. On a des gens on sort, on arrive à sortir de la drogue, ou qui se disent tiens, j'ai envie quand même de vivre autrement qu'un risquer un coup de Kalachnikov derrière la calebasse tous les jours. Donc j'ai envie de me mettre au travail, de connaître autre chose que les quartiers. Et donc on s'est rendu compte que là, il y avait véritablement un engouement ou une volonté de réussir. Et donc nous avons conduit cette affaire-là j'ai fait ça pendant à peu près 15 ans. 15 ans, bonjour. J'ai fait ça à peu près pendant 15 ans. Et nous avons eu une réussite certaine avec 2000 jeunes qu'on a sortis de l'ornière pour les amener vers le travail. Mais leur travail, ce n'était pas seulement le travail. C'est-à-dire que pour moi, il était évident que travailler, c'est bien, mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'il faut donner la citoyenneté. C'est-à-dire qu'il faut donner que les gens aiment la France, que les gens, se mettent au garde à vous quand ils entendent la Marseillaise, soient les yeux humides quand on parle de nos anciens combattants, etc. Et c'est ce dont on a réussi à faire vraiment. Et donc, pour vous donner un petit exemple, pendant 6 mois, on avait un cursus qui durait grosso modo 6 mois, j'étais le moins cher de France. Ou pour le permis de conduire, vous savez que c'est extrêmement cher, c'est à peu près 2000 €. Donc vous avez le permis de conduire, on faisait passer 3 fois le code et 2 fois la conduite, parce que le code est extrêmement difficile, donc c'est grosso modo 2000 €. On rémunérait les sportifs, on rémunérait les déplacements, on rémunérait la visite médicale, on rémunérait les formateurs de l'association qui traitait l'affaire, on rémunérait les militaires, les réservistes, etc., les déplacements en car. Qu'est-ce que j'oublie là encore, voilà. Et tout ça, c'est 6 000 € pour 6 mois par jeune. Voilà. Donc, c'est rien. Pour un petit exemple, les OQTF, vous savez, les gens qu'on met dans des centres fermés en attendant qu'ils soient expulsés vers l'Algérie, c'est 700 € par jour. Pour vous donner un exemple. 740 € par jour exactement. Donc, ce qui veut dire que 2 OQTF, c'est déjà ils sont mieux rémunérés qu'une mamie qui a travaillé 40 ans et qui touche à peine le SMIC. Et il faut, voilà, avec 10 UQTF, je forme moi quelqu'un. Je vous donnerai que quelques chiffres comme ça. Donc on était vraiment avec 6 000 € par jeune pendant 6 mois, avec un taux de réussite entre 75 et 90%. C'est-à-dire que les gens qui rentraient chez moi, ils ne partaient plus. Voilà. Donc au début, j'ai eu quelques déserteurs, comme on dit, mais après ils venaient, ils restaient. Ils restaient parce que ça convenait à cette affaire. On le faisait un coup, voilà. Alors, c'est un semi-échec, je dirais quand même c'est une réussite pour ces jeunes-là, donc quand même 2000. Ça a été une réussite à la fois pour les partenaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, des partenaires multiples, qui voyaient d'un œil, qui ont vu nos efforts couronnés de succès. Mais c'est un échec parce que nous n'avons jamais réussi à élargir le spectre. C'est-à-dire qu'on était à 150 jeunes en Ile-de-France, c'était un maximum. Et comme me disait le président de la région, qui était à l'époque, M. Huchon, me disait, moi si vous en faites 10 000, je suis content. Quoi. Mais je me sentais très bien je me sentirais capable d'en faire 10 000, hein, c'est pas un problème, il suffit de commander et de diriger, quoi. Donc ça, on sait faire. Bon, après, il faut avoir l'appui politique, etc., etc. Et donc, il y avait, si vous voulez, une politique, on a un semi-échec. Alors pourquoi il y a ce semi-échec? Bon, après 10 ans d'analyse des faits, je dirais d'abord, c'est la dispersion de la politique de la ville. La politique de la ville, c'est un espèce de monstre. On distribue des milliards à tout le monde. Donc tout le monde touche quelque chose, les régions, les départements, les communes,
les ministères, les associations, que sais-je encore, même les armées, pour s'occuper entre guillemets des jeunes. Mais il n'y a pas ce n'est pas structuré, il n'y a pas une stratégie, il n'y a pas une politique d'ensemble, et puis cette dispersion favorise, favorise l'inaction, en fait, l'inaction. Voilà. Donc, voilà. La deuxième chose, c'est que, vous avez compris qu'il n'y a aucune unité d'action au plan national. Là, je me rends compte, là encore, bon, on continue à faire comme avant, quoi. On continue à distribuer de l'argent, mais comme il y en a moins, donc on distribuera moins, donc on fera moins, mais c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait continuer, même si vous distribuez moins, vous regroupez l'ensemble, vous enlevez toutes les administrations qui ne servent à rien, et puis vous donnez à un chef une mission des moyens, tout simplement. Mais ça ne se fait pas. L'autre point, c'est, comme je vous l'ai dit, les financements éparpillés et fléchés en fonction. Alors, quand vous avez une entreprise d'insertion qui ne gagne pas forcément beaucoup d'argent, elle a besoin de savoir, mais c'est comme toute entreprise, elle a besoin de savoir en amont quelle sera sa rémunération, quels seront les financements. Mais les financements, ils arrivent pour l'État, ça arrive au mois de novembre, pour la région, ça va arriver au mois de janvier ou février, donc l'entreprise d'insertion, elle ne sait pas 2 mois après si elle va toucher l'argent ou pas, si elle peut recruter ou pas, donc c'est extrêmement compliqué, vous êtes toujours entre. Donc ça c'est une autre point. Et puis, il restait quand même une demande forte. Et je me suis rendu compte que comme je vous l'ai dit, à la fois les entreprises étaient fanats, parce que les gens qu'on leur remettait, qui arrivaient dans l'entreprise, avaient le savoir-être. Ils se levaient quand le patron rentre, ils sont propres, ils sont rasés de frais, ils sont habillés correctement, ils savent répondre oui monsieur, merci madame, etc. Donc il y avait une demande forte, et donc j'ai continué comme c'est cas un cas, avec un changement de posture, et donc c'est la phase numéro 3, le point numéro 3, que je vais vous donner. Alors la phase numéro 3, c'est que la situation, c'était vraiment, on s'en est rendu compte très fortement à partir de 2019, c'est que la situation générale a fortement empiré. La violence est assise, une violence que vous voyez tous les jours, je veux dire, je ne vais pas faire la violence tous les jours. Et donc, cette affaire-là, si vous voulez, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. D'abord, c'est les flux migratoires, malgré les bonnes paroles, ne sont toujours pas arrêtés. C'est-à-dire que vous avez les flux migratoires qui débouchent en France, mais pendant ce temps, à la petite cuillère, vous essayez de former des jeunes, mais vous ne formez jamais le nombre de jeunes qu'il faudrait, de jeunes comme de moins jeunes, qu'il faudrait pour pouvoir les mettre dans la nation. Ces flux migratoires ne sont toujours pas maîtrisés. La politique d'assimilation n'est pas conduite, c'est un échec, même la politique d'assimilation maintenant. Et puis, il y a la sécession des quartiers. Donc on n'en a pas trop parlé parce que c'est désagréable pour les politiques. Aujourd'hui, vous avez 1500 quartiers qui échappent aux lois de la République. Voilà. Alors 1500 quartiers, c'est grosso modo 10% de la population qui est maintenue, j'allais dire, sous pression des bandes qui trafiquent, etc., etc. Donc c'est cette population-là, qui est française, pour la plupart, pour la majorité, ne parviennent pas à être des monsieur, madame, comme tout le monde, quoi. Donc ils sont verrouillés le soir à 18h pour les permettre le trafic, jusqu'au lendemain matin 6h. Donc c'est 10% de la population. Visiblement, ça n'inquiète pas grand monde. Et puis la deuxième chose, c'est la haine et la violence croissante. Donc je dois dire que là aussi, vous le voyez tous les jours, la haine et la violence croissante, pour un oui, pour un non, on sort la Kalachnikov, on donne un coup de poignard, on agresse les gens, on pique les bagnoles, on incendie les maisons, les écoles, etc. Donc il y a une haine et une violence croissante, sans pour autant qu'il y ait une réponse de l'État, que l'on souhaiterait. C'est un recul constant, bien évidemment, et visible de l'État dans ses missions régaliennes. L'autre point qui ne nous a pas échappé non plus, mais j'enfonce des portes ouvertes, c'est l'éducation nationale qui a mis les pouces. L'éducation nationale a mis les pouces, c'est-à-dire que maintenant, comme je le disais, j'avais une émission télévisée hier soir, et on me disait, les jeunes, ils s'enflamment pour Gaza, ils s'enflamment pour ceci, ça va, mais je dis, putain, ils ne savent même pas où est Gaza, ils ne savent même pas ce qu'il sert à rien, ils ne connaissent rien à l'histoire, ils se connaissent rien à l'histoire, c'est ça qu'on a un truc d'intellectuel. Donc les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent dans les banlieues, c'est un peu parler, essayer de conduire, vivre. Donc l'éducation nationale, qu'est-ce qu'elle fait pendant 40 ans? Pas grand-chose, ça s'est affaissé. Et j'en veux pour preuve que quand j'ai mes jeunes,
une dictée comme on faisait à l'armée autrefois, une dictée de quelques lignes, c'est une catastrophe, quoi. Donc je ne sais pas comment ils font pour en fait, voilà. Lire, écrire, compter, se comporter. Bon, l'insécurité, bien, je dirais rien, enfin je ne dirais rien que vous sachiez déjà. L'insécurité, c'est finalement que faisons-nous? Que faisons-nous? Où est la justice? C'est-à-dire qu'à partir du moment où comment dirais-je, les protagonistes sont pris en flagrant délit soit de coups de couteau, pas de coups de couteau, mais de castagne dans les quartiers, etc. On les récupère, la police les récupère, et puis 24 heures ou 12 heures après, ils se sortent en faisant pied le nez, quoi. Donc on se rend bien compte que la justice telle qu'elle est aujourd'hui, n'est pas en mesure d'avoir des actions répréhensibles à l'égard des bandes, hein, etc. Et donc ça continue à mettre la pagaille dans la société. Le dégagisme. Alors le dégagisme des forces de sécurité. Les forces de sécurité ne sont plus les bienvenues, bien évidemment, dans les quartiers les plus chauds, évidemment. La police n'y va plus, elle ne tient pas le terrain. Les pompiers se font caillasser. Les ambulances, les médecins, à partir dès que la nuit tombe, ils ne viennent plus, donc il y a les gens qui peuvent mourir la nuit, mais tant pis, hein, c'est comme ça. Et puis voilà, quoi, donc les médecins, bien évidemment. Et puis les décideurs, c'est-à-dire finalement nos élites, ils sont fuyants. Moi, j'ai vu des gens fuyants, ne prenant pas leurs responsabilités, attention, c'est ceci, cela, vous le voyez, quoi. Alors le public qui est touché en priorité dans ces affaires-là, c'est le public dont je vous parlais tout à l'heure, c'est 10% de la population, quoi, qui sont français, quoi, dans la plupart. Donc il faut être à la fois sensibilisé à cette population-là, de façon à ce qu'elle ne bascule pas dans la violence, mais en même temps elle vit de la violence. Pour une certaine part d'entre elles, puisque la violence avec les trafics de drogue, etc., ramène de l'argent. Cet argent est redistribué dans la population, et si demain on coupe les vivres, c'est-à-dire qu'on coupe la drogue, il faut savoir que la population va avoir un niveau de vie moindre. Donc il faut faire très attention sur cette affaire-là. Alors l'autre point, si vous voulez, c'était les prémices, puisqu'on en vient là, les prémices de la guerre civile. C'est quelque chose qui m'a là aussi frappé, c'est l'exécution du lieutenant-colonel Beltrame, pour une question, j'allais dire, plutôt terrorisme, ou plutôt réponse à un terrorisme de fait. Et puis le professeur Paty qui a été décapité. Donc on touchait là à mon avis, à deux violences, on montait d'un cran. Et alors partant, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, partant, il y a Place d'Armes qui sortait une lettre, et donc j'ai participé à cette, non pas à la rédaction, mais j'ai signé, et ça s'est appelé peu après la lettre des généraux, impropre, puisque ça a été fait par Place d'Armes initialement, contresigné par des milliers de signatures, et c'était, à mon avis, c'était un signal fort auprès du public d'une part qui nous a bien sûr suivis, et auprès des politiques qui n'ont pas suivi, quoi. Donc ils n'ont pas suivi, ils ne se sont même pas prononcés pour, je parle de la droite, la pseudo-droite, hein. Il a fallu que ce soit qu'on pousse à la roue M. Retailleau, qui a mis 72 heures pour dire j'approuve, ou j'approuve, il n'a même pas dit j'approuve, je ne sais pas ce qu'il a dit, voilà. Mais voilà. Et donc, si vous voulez, cette affaire-là m'a décidé, vu l'ambiance qu'il y avait, m'a décidé à écrire un manifeste. C'est-à-dire, en 2022, en début 2022, au moment des élections présidentielles, j'ai sorti un petit opuscule qui s'appelait « Avant qu'il ne soit trop tard », qui, de manière à montrer à nos politiques qui étaient là, en train de tous s'écharper pour les élections présidentielles, en disant ben voilà pourquoi on a signé, voilà le danger de la France pour demain, et voilà ce qu'il faudrait faire, voilà les grands axes que moi, Emmanuel de Richouf, avec des gens, des compétences, etc., je me permets de vous signaler. Personne n'a lu, tout le monde s'en fout, donc j'ai dit bon, ben voilà quoi, mais on connaît. Et nous sommes 3 ans après, rien n'a changé et tout a changé. C'est-à-dire que nous sommes là dans un degré de violence, inouïe, qui fait que on avait raison, quoi. Les Place d'Armes a eu raison, les signataires ont eu raison, le public qui nous a suivis avait raison, parce qu'on voit que notre France se délite.
Alors j'arrive, si vous voulez, à la dernière phase, c'est va-t-on vers une guerre civile? Alors, je vous dirais, je dirais tout simplement, comment vous dire, il y a deux postures. Je vois deux postures à l'état actuel des choses, deux postures qui se sont fait jour, et peut-être que ça va un petit peu changer compte tenu de, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la réaction du peuple américain vis-à-vis de tout ce wokisme, etc., en installant à la tête des États-Unis un président qui est un président visiblement à poil. Et donc, ce faisant, on va peut-être pouvoir changer. Donc, mais moi, je vous dirais que simplement que je vois deux postures qui se font jour en France. La première, vis-à-vis des quartiers, parce que vous avez bien compris que dans ces quartiers, c'est une verrue qui s'amplifie et que progressivement, il va falloir, la France va perdre son identité, forcément. Donc il y a deux postures qui se font jour. La première, c'est de dire, bon, on laisse comme avant, on laisse faire. Donc, on laisse faire, il y a 1500 quartiers qui nous échappent, demain ce sera 2000, ils feront la loi chez eux, ça va être la loi du plus fort, donc ils sont là-bas chez eux, et on laisse faire. Bon, donc on continuera à payer des milliards, parce que ça nous coûtera des milliards, donc le contribuable, c'est-à-dire vous et moi, on continuera à payer, et puis, comme on n'a pas le courage, comme on n'a pas l'idée, comme on ne veut pas, comme on ne sait pas, comme il y a les élections demain, comme je tiens ma place, etc., bon, on laisse comme ça. Mais ça, c'est la fin de la France millénaire, quoi. Je veux dire qu'il faut bien comprendre que c'est fini, c'est plus notre France, quoi. Et moi, si vous voulez, je suis bec et ongle là-dessus pour lutter contre. La deuxième chose, et ça commence à se faire jour, c'est de dire on n'a qu'à envoyer les armées. D'accord? Donc on va envoyer les armées, on rétablit l'ordre, et puis on casse tout, on tire, on flingue, et puis on casse tout. Alors là, je dis attention les camarades, d'abord les armées, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution pour mettre les armées, d'autant que dans les quartiers ils sont bien armés maintenant, que l'armement est arrive d'un peu partout, notamment d'Ukraine, que les gens sont bien organisés, voilà. Et donc je me dis non, c'est pas possible de faire ça. Je remarque simplement qu'il y avait Samira Ghali qui était sénatrice dans les Bouches-du-Rhône, qui est maintenant une première adjointe, je crois, du maire de Marseille, qui avait dit il y a quelques années, je la cite dans mon bouquin, qui avait dit il faut mettre les armées dans les quartiers. C'est tout, quoi. Pourquoi faire, comment, avec qui, etc. Voilà. Donc, voilà. Et là, il y a un député qui un jour a fait beaucoup parler de lui, là, qui s'appelle, je ne sais plus son nom, qui a beaucoup fait parler de lui en disant il faut mettre les armées avec la police municipale et la police nationale, de manière à faire un package opérationnel pour aller dans les armées. Là, il y a une évolution. Ceci étant, je pense que ce n'est pas encore la bonne solution. Alors là, il y a une autre solution, si vous voulez, si vous mettez les armées comme ça, c'est voilà, je pense c'est une guerre civile on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finira. Regardez comment ça s'est passé en Bosnie-Herzégovine, etc., où il y a une guerre civile voilà, qui a fait que entre musulmans et chrétiens, ça a été vraiment très, très dur. Alors je dirais simplement, moi Emmanuel de Richouf, je me suis lancé dans une réflexion sur une troisième voie possible. Une troisième voie possible, c'est celle-là, c'est France sécessionniste, que faire? Et c'est un livre coécrit avec un formateur de banlieue que je suis avec lequel je travaille, qui est un type remarquable, que je suis maintenant depuis 10 ans, qui était du côté de Sevran et qui a lui traité la jeunesse de 13 à 15 ans, et moi de 13 à 15 ans ou 16 ans, en se disant il faut que l'on travaille auprès des jeunes les plus malléables, parce que sinon ils basculent dans la drogue, etc. Et ces gamins, il les a amenés aux Invalides, qui visitaient une cathédrale, qui sur les champs de bataille, etc. Donc pour leur donner, si vous voulez, le sens de la citoyenneté et l'amour de la France. Et ça marchait très bien. Je l'ai reçu moi-même à Nîmes, et on a vu des jeunes qui n'avaient jamais quitté leur quartier changer en 48 heures. Et donc,
on s'est dit, on nous a dit, vous devriez écrire quelque chose. Donc on a écrit un dialogue. C'est un dialogue assez rude, où nous n'avons pas les mêmes idées forcément, mais comment dirais-je, il décrit la réalité. Moi, je vois avec mon œil de militaire, j'allais dire, une France millénaire qui devrait rester ancrée sur le sol de la patrie, et lui il voit une France différente, parce qu'il y vit, et il a dit la chose suivante qui est écrite là-dedans: nous sommes libres aujourd'hui, parce que vous n'avez pas su nous intégrer. Il n'a pas tort. Non, l'éducation nationale n'a pas fait son job. C'est son ressenti. Enfin, vous dites ce que vous voulez. Lui, il dit ça. Donc, je n'ai pas changé ces paroles. Aujourd'hui, nous sommes libres. Demain, nous serons indépendants. Et nous serons indépendants pourquoi? Parce que, 1, nous avons le nombre. 2, nous avons l'armement. 3, nous avons les financements. Et il suffira à ce moment-là qu'on réunisse ensemble les cerveaux, les cervelles, et vous verrez qu'on sera indépendant, on sera dans ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, moi, ma réaction, c'est de dire, ben non, mon camarade, ça ne sera pas comme ça que ça va se passer, parce que moi, Emmanuel de Richouf, j'ai une autre solution, on va la trouver ensemble. Et donc, progressivement, nous sommes arrivés, si vous voulez, à force de persuasion, d'échanges, etc., peut-être à apporter une troisième voie, et c'est cette troisième voie dont je vais vous ouvrir quelques éléments, en vous laissant après le soin de lire dans le détail dans le livre. Alors, cette troisième voie, quelle pourrait être donc c'est une troisième voie, comme son nom l'indique, troisième voie, c'est moyenne. Donc ce ne sera pas les armées vous casser la gueule ou on abandonne tout. On sera une troisième voie. Parce que je crois que c'est une troisième voie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai vécu dans cette affaire-là avec mes 2000 jeunes là, qu'on a réussi à intégrer dans la République. Je vais vous citer un petit exemple. J'avais 65 jeunes qui étaient à Lille, et pendant la période, on a fait une période militaire d'une semaine. Et là, c'était l'armée de l'air qui s'en occupait, donc on les a emmenés à Salon de Provence. Là, ils ont été pris en main par des réservistes pendant une petite semaine. Ils sont arrivés le lundi, ou je suis arrivé un vendredi, ils sont partis le vendredi d'après, le mercredi d'après, je ne sais plus. Et là, il s'agissait non pas de les faire tirer au fusil, etc., mais c'était de leur faire connaître, travailler ensemble, les parcours du combattant, voir un petit peu tous les métiers de l'armée de l'air, etc., etc. Et puis donc j'arrive la veille de leur départ, je suis reçu, le lendemain matin, il a fait une petite prise d'armes, donc il m'a des couleurs, enfin comme à l'armée quoi, il m'a des couleurs, et là tous mes gugus ils étaient en carré, avec leur encadrement de réservistes, là, entre sous-officiers et puis quelques officiers, et là les jeunes montent les couleurs, ils étaient très émus parce que tous les jours ils montaient les couleurs, ils descendaient le soir. Et là, ils montent les couleurs, le drapeau tricolore s'arrête en haut du mât, et là, ils chantent la Marseillaise. Et le général me dit, mon général, on n'aura pas appris. Mais je dis, vous devriez être content, on n'a pas appris, mais en 5 jours, nous devrions être fiers, mon général, parce qu'en 5 jours, je les sens bien. Quoi. Et là, il y a un jeune qui vient vers moi, qui me dit, voyez, mon général, c'est la première fois que je me sens citoyen. Et donc à partir de là, je me suis dit, tout est permis. C'est-à-dire que, au lieu d'entendre, moi j'entends que des gens qui disent, ah là là, c'est catastrophe, c'est ceci, c'est ça. Non. Je crois qu'il y a, dans nos quartiers comme ailleurs, d'ailleurs, chez tout Français, la volonté d'être français. Et cette volonté d'être français, je l'ai pu la juger dans le petit récit que je nous fais. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on vient de faire? Je pense que, d'abord, si vous voulez, si on continue comme avant, je vais dire, si on continue, qu'est-ce qu'on a connu? On est perdu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a perdu la guerre, on a perdu la bataille de la drogue, mais il faut gagner la bataille de la France, et pour la France. Et donc, pour ça, il faut qu'on restructure complètement, c'est une révolution, hein, qu'on restructure complètement l'outil étatique. Voilà. Il faut véritablement restructurer la politique de la ville. Ça me semble vital. C'est hors de question qu'on continue avec 6 ministères, X associations, etc., avec un argent qui est versé, qui est non pas dilapidé, mais qui se perd dans les différentes structures. Alors, je dirais que c'était vraiment quelque chose qu'il faut organiser. Alors, comment ça va se faire?
Je dis d'abord, il faut faire un audit général de la politique de la ville. C'est-à-dire, qui fait quoi, comment, combien ça coûte et quels sont les résultats. Voilà. Et là, on va être étonné. C'est-à-dire que je peux vous dire que là, des milliards, vous en gagnez. C'est sûr. La deuxième chose, c'est la création d'une entité. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'avoir des ministres, des sous-ministres, etc. Il faut créer une structure, c'est-à-dire un haut commissariat, un haut commissaire chargé de la politique de la ville. Il aura, lui, les mains, j'allais dire, ce sera lui qui sera chargé auprès du Premier ministre de faire cette politique-là, de recevoir l'argent, de le redistribuer en fonction des besoins et de contrôler. Pour quel résultat? L'autre point, je crois, qui est important, c'est que vous avez compris que c'est la déperdition, parce que tout le monde fait quelque chose, tout le monde a de bonnes raisons de faire ou de ne pas faire, et je crois qu'il faut travailler à 3 niveaux. Le niveau étatique, on va fixer les priorités, c'est-à-dire on veut que la France redevienne la France, on veut véritablement avoir une stratégie sur le moyen et le long terme. La deuxième chose, donc ça c'est le Haut Commissariat qui s'est chargé de mettre en application les décisions de l'État. L'autre point, c'est qui va travailler? Bien, les régions. Parce que je crois que les régions économiques, comme son nom l'indique, ce sont les régions économiques, c'est elles qui traitent de la formation, qui ont les liens avec toutes les entreprises, etc. Et c'est elles qui peuvent, et c'est elles qui sont, comme je l'ai vécu ici d'ailleurs, c'est elles qui ont vraiment la haute main sur tout ce qui est formation, insertion, etc. Et donc je crois que c'est important. Et la région, quand même au-dessus de la mêlée, si vous voulez, elle est moins sensible aux différentes pressions qu'il peut y avoir pour distribuer de l'argent. Et puis le troisième larron, j'allais dire, la troisième, ça va être les communes, parce que les maires ont parfaitement conscience des enjeux des maires. Alors on me dit, oui, mais alors les maires, il y en a qui touchent de l'argent, qui font peut-être, mais tous ne sont pas comme ça, heureusement. L'autre point, c'est une présence militaire. Je reviens, je crois que nous les militaires, nous avons un rôle à jouer dans cette France qui se délite. Que nous soyons en actif, je viendrai après, mais que nous soyons surtout en deuxième section, que nous soyons à la retraite, etc., nous avons un rôle à jouer. Et vous le savez très bien, si vous écoutez nos concitoyens en disant « mais qu'est-ce que vous faites les militaires? On a besoin de vous, on a besoin de rigueur, on a besoin de gens honnêtes, on a besoin de gens volontaires, on a besoin de gens qui connaissent la France, qui en ont envie. » Donc je pense qu'à terme, on aura besoin de militaires, quel que soit le niveau de ces militaires, où que ce soit. Alors moi, je voyais, si vous voulez, 3 niveaux qui peuvent être utiles pour nos militaires et qui peuvent correspondre à ce que l'on est. Le premier niveau, c'est bien sûr, vous l'aurez compris, c'est le niveau du Haut Commissariat. Le deuxième niveau, ça va être au niveau région. Et là, il faut qu'il y ait un général, un officier général, à mon avis de l'armée de terre, qui soit attaché ou rattaché au préfet de région et qui puisse avoir les liens avec le préfet de région, c'est-à-dire tout l'État, enfin toutes les structures étatiques, et puis qu'il puisse avoir le lien avec la région, le président des régionales, et puis les entreprises, les jeunes, etc. Et puis la troisième chose, c'est sur le terrain. Pour faire, il faut qu'il y ait des gens, comme je l'ai vécu, avec des associations, et ces associations, il faut les militariser. C'est-à-dire que vous avez l'association qui connaît très bien les jeunes de banlieue, mais ils sont pas structurés, ils connaissent, mais vous leur mettez à côté de ça un sous-officier ancien ou un lieutenant, tout seul, voilà, et vous allez vous rendre compte que cet amalgame, ça marche bien. Et ça marche d'autant bien que s'ils sont axés, s'ils sont véritablement formatés pour les jeunes. Voilà. Je crois que c'est important. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait pour les quartiers? Alors, si vous voulez, là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que tout est là, mais il y a les quartiers les plus durs. Les quartiers les plus durs, c'est-à-dire que vous allez lancer un certain nombre d'opérations de formation comme je l'ai fait, mais dans les quartiers les plus durs où se tire la Kalachnikov tous les soirs, vous n'allez pas y aller. Donc, toujours pareil, il y a une partie de la population qui ne connaît pas la paix et la paix. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, je dis, alors j'ai fait frémir un certain nombre de camarades d'actifs, je leur fais, oui, c'est là qu'il faut mettre les armées. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez, alors, avec une préparation, c'est des semaines de préparation, vous mettez, la police ne tient plus le terrain. La police ne tenant plus le terrain, fait des coups. Donc là, on va chercher un terroriste, on le ramène.
mais quand ils y vont, ils se font tirer, canarder, etc. Donc il y a du terrain. La police est rejetée par toute la population et tous les jeunes. Donc il est impossible pour elle de conserver, j'allais dire, d'être sur le terrain. Vous avez pu voir que le ministère de l'Intérieur a mis en place ce sont des CRS, la CRH je ne sais plus combien, qui va sur le terrain, mais qui reste 2, 3, 5 jours. Et après, elle est dérapée à Lorient, puis de Lorient, puis elle bascule à Lille. Et donc les gens ne tiennent pas le terrain, ils y sont quelques jours. Non, il faut tenir le terrain. Pour tenir le terrain, il n'y a qui peut le faire, c'est les armées. Et donc, faire une expérimentation, j'ai dit, sur 4-5 villes, sur les quartiers les plus chauds, et là vous jetez un dispositif militaire, une compagnie, 150 hommes, avec tout leur impédimenta, et là ça permet, si vous voulez, d'une part à rétablir l'ordre, une dissuasion, une présence dissuasive, qui permet d'une part de restaurer la quiétude, parce qu'il reste là 24 heures sur 24 pendant un certain temps. Et à ce moment-là, vous faites deux choses. Vous faites un audit sécuritaire, fait par les impôts, l'URSSAF, tout. Quoi. Vous prenez un quartier, vous avez 1500 personnes, et bien vous faites un audit, et là vous allez tomber sur les gens qui font du trafic, les gros bonnets. Et puis comme vous ne pouvez pas, c'est quasiment impossible d'avoir de prendre, c'est-à-dire une seule action qui soit le coup de bâton, il faut qu'il y ait la carotte. Et pour qu'il y ait la carotte, il faut qu'il y ait à ce moment-là un autre audit, et un audit qui soit véritablement, qui permette de relancer le contrat social, un nouveau contrat social avec cette population, et qui les remette au travail. Et pour les remettre au travail, il faut véritablement qu'il y ait une mobilisation complète des associations, des entreprises, etc. sur le terrain, comme on l'a vécu, si vous voulez. Et ça ne peut se faire que si c'est vraiment astreinte en quelque sorte. Et c'est quelque chose qui va durer entre 12 et 15 mois. 12 et 15 mois, vous travaillez. Les armées ne resteront pas 12 ou 15 mois. Les armées seront là un certain temps, comme aurait dit Fernand Reynaud, pour permettre à la police de revenir, d'installer ces commissariats de police enfin dans les quartiers et d'avoir une police de proximité qui soit une police de proximité permanente. Et là, à ce moment-là, vous aurez quelque chose de viable. Tout ça pour vous dire qu'une fois que vous avez fait ces deux audits, votre population commencera à être de souffler, de commencer à aller au cinéma, de recevoir les médecins, d'accueillir les pompiers, de nettoyer les villes, la ville, etc. etc. Voilà un petit peu l'idée que j'ai. Donc c'est vraiment libérer les populations prises en otage par ces deux actions concomitantes. Alors, l'idée, c'est bien de revenir à la vie normale. Alors, bien sûr, c'est quelque chose que j'ai décrit ici, avec des plans et vous voyez, tout ce qu'il faudrait faire, avec le timing, etc. Parce que je pense que, pour l'instant, personne n'y a vraiment pensé. Ce que j'entends, ce que je vois, là je l'ai décrit. Alors on va me critiquer certainement en disant c'est pas jouable, mais c'est pas jouable. Faisons-le, une expérimentation sur un an, sur 5 quartiers, avec 5 compagnies, vous allez voir que je vous donne ma vie que ça va fonctionner. Voilà, mesdames, messieurs, je voulais en venir. Donc, je vous dirais simplement, c'est véritablement redonner confiance à la population. C'est-à-dire, finalement, redonner du sens à notre vie, tout simplement, notre vie de Français. Arrêter de toujours pleurnicher, râler, ne pas avoir un objectif. Comme j'ai écrit dans un chapitre en disant « Faites-nous rêver, Monsieur le Président ». Arrêtons de battre la coupe, la France est mauvaise, elle est je sais pas quoi, arrêtons tout ça, et puis donnons-nous véritablement l'envie d'aller de l'avant. Nous n'avons pas encore atteint, je pense que nous n'avons pas atteint le fond du précipice, nous n'avons pas encore atteint, et quand nous aurons atteint, il faudra donner un coup de rein pour redémarrer. Et je crois que là, la France a besoin de tous ses enfants. Je rappellerai simplement que dans nos quartiers, mais pas que, puisque maintenant dans les campagnes, comme on me dit, mais les enfants dans les campagnes, ils ne brûlent pas, ils ne pillent pas, ils ne violent pas, etc. Je sais bien, mais ils sont laissés pour compte. Donc cela, il faut s'en occuper. Donc notre jeunesse, c'est capital. Alors j'écris, comme je vous le disais, je vais terminer là-dessus, j'écris avec Kevin, qui est un type, comme je vous le disais, assez remarquable. Je l'ai rencontré, donc nous avons travaillé à distance, par mail, par téléphone. Je travaillais pour lui, on
il traduisait, je traduisais en mot français, puis il le remettait lui dans son vocable. Et Kevin, on s'est vu, la dernière fois, on s'est vu le 14 décembre dernier, et le 15 décembre, il a été poignardé. Et donc, il a été sous coma artificiel pendant des mois, il est toujours en grande difficulté, donc en rééducation. Le meurtrier a été bien sûr retrouvé tout de suite. C'est pour vous dire que dans ces quartiers, dès que vous avez des volontaires pour sortir, tirer les gens vers le haut, eh bien ça se fait, c'est pas sans danger, quoi. Donc voilà, donc je lui ai trouvé un avocat, j'ai essayé voilà, je corresponds régulièrement avec lui, mais sachez que c'est un dialogue, je pense, de quelqu'un qui connaît très bien ce qui s'est passé, ce qui se passe, et qui avait, comme beaucoup, l'envie de rester français, quoi. Voilà, donc voilà. Donc j'espère ne pas avoir été trop long. Maintenant, je me soumets aux questions si vous en avez. Je vous remercie. Merci. À l'appui de ce que vous avez dit tout à la fin, moi j'ai l'expérience de ce qui s'est passé à Villejuif, et effectivement, parce qu'à Villejuif, il y avait le plus gros point de deal du Val-de-Marne, ils appelaient ça le four. Donc Villejuif, ville communiste, pourtant presque 100 ans, hein, donc on peut se douter qu'il y a une petite collusion entre les autorités locales et puis les dealers. Toujours est-il que quand le Goélec, donc de droite, est arrivé à la mairie, ils ont mis en place un système tout simple. Hein. Ils ont mis devant ce point de deal un camion de CRS. Alors ça ne s'est pas fait en 10 minutes, hein. Ils sont restés suffisamment longtemps. Mais le point de deal a explosé. Alors, ils sont certainement allés ailleurs, mais en attendant, à cet endroit-là, et ça crée beaucoup de nuisances, ils faisaient des rodéos sauvages, il y avait des agressions, alors le four en question, c'est pas un stade, donc les jeunes ne pouvaient plus aller jouer, les gamins, hein, les parents n'y allaient plus. Du jour d'ailleurs où ces gens-là sont partis, les familles se sont réappropriées. Ah oui, bien sûr. Donc bon, c'est possible, mais il faut de la volonté, bien sûr, et du courage. Courage et volonté, mais bon. De la municipalité, c'est pas simple. Voilà, je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Sinon, je peux dédicacer mon ouvrage ou mes ouvrages que vous voulez. Oui, monsieur. Voilà, j'ai une question, mais qui n'a peut-être pas dans le sens. Vous avez parlé de jeunes qu'on va mettre au milieu des militaires pendant un certain temps. Tout ça. Ça, quand elle existait, ça s'appelle service militaire. Moi, j'ai fait mon service militaire et je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, évidemment, vous allez me dire, c'est pas vous qui décidez, ni vous non plus, mais est-ce que la vraie solution, parce que moi, je me souviens, quand je suis arrivé au service militaire, c'était en 76, c'était pas hier, le colonel avait reçu les gens, étaient des aspirants, et il avait dit, première chose que les parents me demandent, c'est d'apprendre à leur enfant de se lever tous les matins à l'heure. Et c'était pas rien. Il y avait un service qui vérifiait que tous les appelés savaient lire et écrire, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Alors est-ce que, alors vous allez me dire, c'est pas une question, mais est-ce que vous avez reçu Charles Millon, qui lui était un ardent partisan de la suppression du service militaire, en retraite, puisque c'est lui qui l'a vécu. Mais est-ce que la solution, c'est quand même pas plutôt celle-là? Parce que quand vous allez mettre des... Enfin, je vais vous répondre. Quand vous allez mettre vos militaires... Alors, je ne suis pas militaire, je n'ai jamais été militaire. D'autre part, j'ai été enseignant un an, je suis parti en courant, donc je défends l'éducation nationale, mais enfin, peut-être pas meilleur défenseur. Je dis, mon beau-frère est militaire, j'ai une fille militaire, mon neveu militaire, donc ce sont, à mon avis, les gens qui sont le moins faits. Alors, je ne veux pas faire de politique ici, mais ils sont très conventionnels, ils ne sont pas beaucoup de militaires, ils s'intéressent plus à leur char, au programme Leclerc ou éventuellement aux opérations extérieures. C'est pas du tout un métier qu'ils savent faire. On leur apprend quoi aux militaires? On leur apprend à vaincre, à détruire un ennemi. Dans les banlieues, c'est le contraire. Les seuls militaires qui, à la limite, ont un peu de formation, ce sont les gendarmes, mais est-ce qu'ils sont militaires, c'est autre chose. Mais je crois quand même que la plupart des militaires, vous les mettez dans les banlieues, ils sont perdus. Et puis peut-être que les gens de Dédile ne les laisseront pas faire comme ça. Alors, vous avez dû vivre plus que moi, honnêtement, mais que les jeunes dans l'équipe de travail, du temps du ministre Giraud, après, il y a les épis, ça existe toujours. Donc, les militaires sont de bons formateurs, mais est-ce que c'est leur rôle d'aller dans les banlieues? Et puis, si demain il y a besoin de militaires et qu'ils sont tous dans les banlieues. Ne vous inquiétez pas, d'abord, ils sont pas tous, dans mon cas, ils ne sont pas tous dans les banlieues. Deux, les militaires savent faire.
Ça, je vous le dis, aucun problème. Vous mettez des militaires dans les banlieues, vous mettez des banlieues ici, ils feront ce qu'on leur dira de faire, ils le feront bien. L'autre point, c'est le service militaire. Pourquoi faire? C'est-à-dire qu'il faut recréer un service militaire, on n'a plus les cadres, on n'a plus les installations, on n'a plus la logistique, bref, il n'y a plus rien. Donc on a créé le SNU, soi-disant le SNU, puis là je vois que le SNU a du plomb dans l'aile, donc il ne se fera pas. Les EPID, je crois qu'il n'y a que 2000 jeunes qui passent en EPID par an, ça coûte une fortune. Voilà, donc on n'a pas trouvé la solution. Alors, donc, je ne sais pas. Alors tout le monde dit ouais, le service militaire. Moi je me souviens des services militaires parce que j'ai des appelés. D'abord, il n'y avait pas les filles. Ça, donc ça faisait déjà 2 fois de moins. Ensuite, il y avait à peu près un bon tiers qui ne faisait pas le service. Tous les fils à papa, tout ça, ils ne faisaient pas le service. Donc restait finalement que les gens, évidemment, c'est les gens les plus fragiles qu'il fallait effectivement faire. On apprenait à lire, à écrire, compter, etc. Bien évidemment, c'est une bonne chose. Mais ils étaient là c'était là dans le cadre d'une stratégie française qui était face au pacte de l'Est, il fallait la première armée française, etc. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui m'ont dit mais général, vous devriez recréer le service militaire. Je dis très bien, madame, qu'est-ce qu'on leur fait faire? Qu'est-ce que vous leur faites faire? Dites-moi le programme d'un service militaire aujourd'hui pendant 6 mois de jeunes. Voilà. Alors là, personne ne répond. Ce qu'on leur faisait faire à l'époque. Mais quoi? Mais on leur faisait faire quoi? Non. Mais vous dites, bon, on leur apprenait à lire et à écrire, je vous assure. Moi, j'ai fait une année de mais allez-y. Comme aspirant, donc c'est pas vraiment. Mais ceux qui ne savaient pas très bien lire et écrire, oui, mais ça ne s'occupait pas beaucoup de savoir. Ça, je suis désolé, ça c'est l'éducation, ça s'appelle l'éducation nationale. Donc lire, écrire, compter, c'est l'éducation nationale. Ils ne font pas le boulot, je ne vois pas pourquoi ce serait les militaires qui le feraient. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Comme vous disait Kevin, à partir du moment où puisqu'il tape sur l'éducation nationale, si l'éducation nationale ne fait pas son boulot, il vaut mieux que les armées le fassent plutôt que personne ne le fasse. Mais je ne sais pas si les armées sont en mesure de le faire aujourd'hui. Si elles sont non, c'est pas très compliqué là. Je prends les gens en charge avec leur cadre. Et moi j'ai trouvé, écoutez, j'ai déjà professeur agrégé, j'ai trouvé que les militaires étaient bien meilleurs pédagogues que les enseignants en 1977. Pédagogue, c'est une chose. On faisait des cours. Attendez, on ne va pas mobiliser la. Oui, voilà. Autre question. Non, mais voilà, j'ai répondu. Je pense qu'on n'a plus les moyens, physiques, logistiques pour prendre 800 000 personnes. Une classe d'âge, c'est 800 000. Les filles comprises. Ah oui, les filles, bien. Mais vous voyez, alors, on est passé, je pense, depuis la fin de cette conscription militaire, on est passé à côté de 2 choses, je pense. On a plus de soldats citoyens, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'en fait, les soldats aujourd'hui, voilà, comme vous disiez, c'est les OPEX, c'est une armée quand même qui est très réduite. Ça a été dit à maintes reprises, elle tient un grand rôle en Stade de France. Et elle ne semble pas, à tort certainement, mais elle ne semble pas préoccupée quand même par les besoins de ses concitoyens. Je veux dire, on l'a vu au moment du Gilet jaune, et puis il y a ce côté grande bête. Donc le soldat citoyen, je pense, c'est mort. Et à côté de ça, le citoyen soldat, c'est pareil. Parce qu'il n'y a plus la fin de la conscription. Donc en définitive, déjà, on a 2 mondes qui s'ignorent. Le monde militaire et le monde civil, globalement, il est devenu parfaitement étanche. Je trouve dommage. Ça éviterait peut-être justement pour une certaine jeunesse désœuvrée ça lui permettrait, s'il n'y avait pas cette étanchéité, de pouvoir justement se raccrocher à un cadre de vie qu'il ne connaît pas ailleurs. Et puis à côté de ça, ça fait aussi des citoyens qui n'ont pas vraiment conscience de ce que c'est que la protection et la défense de la nation. Donc au bout du bout, on est vraiment sur les 2 tableaux. J'ai l'impression. Je sais pas, moi j'ai pas la réponse, mais bon, en fonction, là je vois que aujourd'hui je vois qu'il y a l'action, disons que la situation se fait pressante et qu'il faut trouver quelque chose. Voilà, d'où ma réflexion, notre réflexion de Kevin et moi-même sur cette affaire-là. Je sais pas si c'est une question des nouvelles madame, je ne sais pas. Oui. Aujourd'hui, pardon. Je vois. Moi j'aimerais vous voir aussi, voilà, comme ça c'est parfait. Voilà. On sent quand même aujourd'hui, en France, dans le pays, une réelle inquiétude suite aux différentes agressions. Il y en a une par jour, si ce n'est pas 2. Et je pense que ce cran-là, dans la population française, il y a une prise de conscience. Elle est récente, je serai incapable de la dater, mais peut-être 6 mois, où vraiment les Français se disent mais c'est tous les jours qu'il y a une agression.
Alors, face à cela, vous me parlez qu'il y a 1500 quartiers qui sont particulièrement difficiles. Je pense que ces 1500 quartiers sont dans quelques grandes villes, quelques grandes zones, et quelle est leur propension à accélérer, je dirais, à s'étendre? Parce que je pense que plus ça va s'étendre, notamment si je prends Paris, on va dire dans les beaux quartiers, la classe politique va réagir. Parce que là, on vient d'avoir un nouveau gouvernement, on vient d'avoir... Et on n'a pas, j'ai pas encore l'impression qu'il y a une... on ne sent pas aujourd'hui, avec le vote du budget qui est en cours, les débats, une volonté de reprendre cela. Alors ce sera peut-être fait, mais je pense qu'on va encore perdre une année ou deux. Et je ne sais même pas si la population française est capable d'attendre une année ou deux de détérioration. Enfin, une année peut-être, mais sûrement pas deux. Alors moi, je ne suis pas, comment dirais-je, je ne raisonne pas comme vous en temps, en 6 mois, 1 an, etc. Oui, mais moi, je raisonne, si vous me permettez, en action. Aujourd'hui, la population française qui est atteinte dans son cœur par des assassinats, des coups de kalachnikov, etc., elle râle en permanence. Enfin, elle râle à juste titre, d'ailleurs. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent là-haut à Paris? À Paris, moi je suis dans le 15e, quand je viens à l'hôtel, je suis dans le 15e, à côté c'est le 16e, il ne se passe rien. Enfin, je veux dire qu'il y a peut-être des achats de drogue ici ou là. Donc, tant que le citoyen, j'allais dire, bobo parisien, n'est pas atteint dans sa chair, au pied de son immeuble avec sa voiture qui brûle, sa Ferrari ou sa truc qui brûlera, il continuera. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne nous regarde pas. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Exact. Il faudrait, c'est pas quelque chose que je souhaite, mais si vous voulez, pour que les gens prennent conscience, il faudrait quelque chose de fort. Donc voilà. Alors hier, je reviens toujours à mon affaire là. J'étais ah là là, vous avez vu à Amsterdam, il y a quoi, un tramway qui a brûlé. Il y a 2 bus qui ont brûlé la semaine dernière à côté dans le 93. Je sais pas quoi, ils ont fait descendre la publique, ils ont brûlé 2 bus. Des bus, il y en a tous les jours en France qui brûlent. Des voitures, il y en a tous les jours qui brûlent. Vous me faites rigoler sur un truc à Amsterdam, quoi. Donc on n'est pas sur le même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Alors quand est-ce que ça va se produire? Quelles vont être les équipes? Comment ça va se produire, etc. Demain, je sais pas quoi, il y a un match avec Israël, je sais pas quand. Là, il y a quelqu'un qui m'a dit, vous allez voir, ils vont brûler toutes les voitures, etc. J'en sais rien. Peut-être pas. Peut-être qu'il va très bien passer. Il n'y aura pas de voiture brûlée. Je ne sais pas. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, je réponds très très mal. Je crois, si vous voulez, que il n'y a pas encore eu le déclic. Voilà. Il n'y a pas eu encore le déclic. Mais il ne faudrait pas que ce déclic, ce soit un bain de sang qui permette de réagir. Parce que la réaction violente que l'on pourrait avoir, c'est-à-dire dire allez les armées, allez-y, on sera moi je suis toujours très réticent. Les armées on saura faire, parce qu'on sait faire, hein, les soldats ils savent faire, aucun problème, hein, ils sauront faire, rétablir l'ordre, on ne ramassera pas des pissenlits, hein, voilà, on rétablira l'ordre. Mais ce n'est pas forcément la bonne solution pour que cette population qui hésite, ou du moins qui risque d'être précipitée dans les bras des musulmans, enfin des terroristes, etc., reste française. Il faut être très prudent, ajusté, vous voyez, il faut pas... Alors, quand je dis ça, je me fais descendre évidemment par tout le monde, mais c'est pas grave. Voilà, on ne peut pas... Il faut être prudent si on veut que notre France ne tombe pas dans un chaos indescriptible, quoi. Non, mais mon Gérard, je partage parfaitement votre approche et votre analyse, parfaitement. Je me suis peut-être très mal exprimé. Non, mais je comprends bien. Mais ce que je voulais dire, c'est que le temps est réellement compté. Oui. Et aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, mais moi je suis un simple citoyen, on ne sent pas vraiment dans le gouvernement, qui vient d'arriver, on ne peut pas prendre de bonnes décisions encore, mais avec le vote du budget, on aurait pu sentir une orientation. On ne sent pas grand-chose. Je suis désolé de le dire mal, mais je le dis comme ça. Et puis, soi-disant, il y aura une loi sur l'immigration en janvier ou février prochain. Et là aussi, ça fait partie du remède, parce qu'on ne peut pas continuer à recevoir indéfiniment des flots. Donc il faut aussi marquer à un moment donné une volonté au moins là-dessus d'arrêter avant de reprendre, peut-être pour aller sur votre analyse.
Et je vous donnerai maintenant quelque chose de tout à fait personnel. Ma fille qui travaille dans les médias a eu besoin, enfin on lui a demandé de travailler avec un jeune de banlieue. Ce jeune de banlieue est arrivé n'importe comment, il travaille n'importe comment, enfin bon bref. Ma fille en 2 jours, même pas en 2 jours, en 2 heures, lui cache, lui a dit écoute, ici tu bosses comme ça, puis si tu n'es pas content, on te fout dehors tout de suite. Elle lui a appris les choses, mais elle a été autoritaire, mais très juste. Et elle a défendu les progrès de ce jeune. Et au bout de 3 à 6 mois, je vais vous dire comment, il est allé voir ma fille, il lui a dit écoute, chapeau, c'est grâce à toi que je m'en suis sorti. Non, mais si vous voulez, vous prêchez un convaincu. Hein, moi, je l'ai vécu depuis 15 ans. Je sais que rien n'est perdu. Alors, quand face à moi, j'ai des gens qui disent ah là là, il faut faire ceci, il faut faire ça, puis pam poum, machin. Attendez, calmez-vous. Vous n'allez pas former tous les délinquants, vous n'allez pas former tout ça d'un seul coup. Mais vous allez former et progressivement, la mayonnaise prend. Alors voilà, mais bon, pour ça, il faut se bouger, quoi. Oui. Alors pour répondre, il faut un gouvernement de combat. Un gouvernement de combat, pour moi, c'est pas un gouvernement qui a 36 ministres, déjà. Voilà, donc, pour véritablement prendre le corps cette affaire. On n'en prend pas le chemin, hein, je vous dis tout très honnêtement. Voilà, donc après, on peut discuter. Oui, madame. Oui, enfin moi, il y a quelque chose qui me gêne, c'est-à-dire que l'argent de la drogue rentre dans le PIB, dans le calcul du PIB de la France. Donc je ne vois pas aucun politique, aucun gouvernement qui va arrêter ce trafic de drogue à partir du moment où on n'arrête pas ce calcul de drogue. Oui, vous avez raison, c'est encore la question qui a été posée hier en disant oui, mais alors on est bien avec le Maroc, si on arrête au Maroc, ils vont être dans le truc, etc. Bien sûr, mais ça s'appelle, je veux dire, ça s'appelle du courage et de la volonté. Si vous laissez, on peut tout peut être fait, vous laissez faire, on revient toujours, vous laissez faire, la France meurt, bon voilà, mais maintenant vous voulez réagir, vous réagissez, vous allez jusqu'au bout. Alors là on va me dire, oh mais il y a des élections, je ne veux pas non plus. Oui, non, il y aura pas d'aide. Voilà, alors je reviens, oui, c'est ce que vous dites, oui, j'ai appris ça, oui, bien sûr, c'est dans le PIB, bon voilà, après est-ce qu'on a nos enfants, est-ce que nos enfants qui meurent là avec des drogues chimiques, etc., c'est acceptable, voilà, après il faut se poser des questions qui touchent à la personne, voilà, moi après c'est, comment dirais-je, moi si vous voulez, nous, là, Kevin et moi, j'ai proposé un certain nombre de pistes, donc je vais élaborer là quelques-unes, hein, quelques pistes, mais c'est bien construit, quoi. Je veux dire, on a des pistes, et moi je sais ce qu'il faudrait faire. Après moi, les choses, je sais ce qu'il faut faire. Mais je sais que ça sera, compte tenu de l'état du gouvernement d'aujourd'hui, et celui de demain et celui d'hier, je suis bien certain qu'on ne le fera pas. Parce que voilà, on ne le fera pas. Parce qu'il faut du courage et puis se dire, je ne serai pas élu. Il y a 15 jours, j'étais à Nîmes, et je remettais des décorations, avec les anciens, etc. Et j'ai vu là, j'ai vu là 2 députés qui sont venus, qui avaient été invités, qui sont venus. J'ai tout de suite compris, vu les députés avec leur petit complet veston, leur cravate, etc., que eux, de toute façon, ils ne changeraient rien. Voilà. Donc, ils sont députés à 7 000 € par mois à l'Assemblée. Surtout, ils me l'ont dit, surtout on est là, on est bien, bon, surtout pas de vagues, machin, les jeunes d'accord, mais bon, je dis, bon, voilà, la représentation de la France, je comprends que la base, que nos camarades français de base râlent. Je les comprends, et je les comprends, comme je le disais hier, moi je les approuve. Après je dis, mais où sont-ils? Où est la France? Où est le peuple de France? Qu'est-ce qu'il attend pour se bouger, quoi? Qu'est-ce qu'il attend pour se bouger? Alors on dit, ah ouais, mais ouais, d'accord. Les seuls qui se bougent, c'est l'extrême gauche et qui cassent tout et on dit rien. Donc à un moment donné, ça va, quoi. Et bougeons-nous, quoi. Bougeons-nous. Voilà. Oui. Donc là, effectivement, vous faites un programme pour se bouger, mais est-ce que vous ne croyez pas que en fait, le pouvoir politique n'a pas spécialement envie que ça bouge? Ah ben, il faut changer. Est-ce que vous ne croyez pas que si les choses se dégradent depuis 20 ans, c'est plus que ça. C'est quoi? Oui, eh bien, à un moment donné, on se pose la question, est-ce que vraiment on a envie de faire quelque chose? Mais alors, oui, mais on en a parlé, monsieur, ce que vous dites là, tout ça, je l'ai en tête, vous voyez, je sais tout ça. Je sais tout ça. Après, veut-on changer? Pour changer, il faut élire, il faut voter. Est-ce que les Français vont voter? Oui. Ils votent qui?
Ah ouais, on s'est trompé. Ah, attendez, les camarades, vous votez, il ne faut pas se tromper, quoi. Vous votez, après, il ne faut pas se plaindre parce qu'il y en a un qui est élu à 20% des voix et qui mène la France au désastre. Après, ben, vous avez voté, les mecs. J'entends dire, ah, Madame Hidalgo, qui a voté Madame Hidalgo? Il est par exemple voté 2 fois de suite. Alors, il ne faut pas se plaindre après, quoi. Je veux dire, bon, à un moment donné, il faut les voter. Ben, voilà. Alors après, il y a le vote, et puis après, il y a la contestation. La contestation, à mon avis, on l'a fait, on ne la joue pas, là. La contestation, tous nos députés là, qui vont voter des impôts supplémentaires, il faut aller les voir. Les camarades, là, on vous a élus, bam, allez, lettre de contestation, machin, tous les maires, voilà, il faut se bouger. Je vous assure, moi je reste persuadé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je juge que mes pairs, PAIRS, c'est mou, quoi. C'est mou, j'en parlais. C'est pas possible. Moi, je vois des agriculteurs, j'entends parler d'agriculteurs qui travaillent nuit et jour pour nourrir la France et qui le 25 du mois n'ont déjà plus d'argent dans les caisses, quoi. Mais c'est incroyable. Je veux dire, Sully qui disait labourage et pâturage sont des mauvaises de la France, mais où en est-on, quoi? Où en est-on? Alors qui connaît Sully aujourd'hui? Personne. Comme Gaza, c'est comme Gaza, Israël. Elle est voulue la situation. Hein? Elle est voulue la situation. Ah oui, elle est peut-être voulue, elle est peut-être voulue, mais à un moment donné, il faut réagir. Les peuples vont réagir quand même, j'espère. Les peuples, les vrais peuples, quoi. Il y a quand même beaucoup d'incompétences puis un manque de vision. Voilà, mesdames, messieurs, bah, écoutez, merci beaucoup. Je me tiens à votre disposition pour dédicacer un livre, mon dernier ouvrage. Voilà, je pense qu'il faut le lire avec attention, réfléchissez. Et comme je dis souvent, moi je suis prêt à me déplacer pour aller prêcher, non pas la bonne parole, mais prêcher cette parole-là, parce que je crois qu'il faut rester optimiste quand même. Et comme je disais hier, j'ai dit à plusieurs reprises, mais c'est lourd, c'est dur, moi je vois le verre à moitié plein. Voilà. Parce que je me dis, bon, rien n'est perdu. En France, rien n'est perdu. Merci beaucoup. Merci.